Eh bien, je vous propose qu'on attaque, 11h32, on commence, donc on a à peu près 45 minutes, ensemble. On verra peut-être qu'on débordera un peu pour prendre toutes les questions. Donc déjà, bienvenue, sur ce webinaire. En 2 mots, donc moi c'est, Simon Martin, je suis, senior consultant et responsable, des activités de formation chez Steam, formation à nos méthodes. Hem Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de 3 compétences que l'on a identifiées chez Steam comme étant clés pour tout chef de projet, dans l'évolution, du métier de chef de projet, dans les années à venir. Peut-être petit check avant de se lancer, tout le monde m'entend correctement? J'ai l'impression que oui, les gens me disaient: «Le son est revenu». Oui, OK, super, parfait. Et ben, c'est parti. Alors avant de commencer, quelques, petites, éléments de cadrage, pour, que ça se passe bien entre nous, sur ce webinaire. Donc j'ai pas la chance de vous voir, ni de pouvoir discuter de vive voix avec vous. Enfin, il y a que moi que vous pouvez entendre de vive voix. Mais je vais essayer, malgré tout de faire un webinaire qui soit le plus interactif possible. Donc je vais vous poser des questions, vous aurez, aussi des sondages. Pour ceux qui ont fait plusieurs webinaires chez nous, vous savez que c'est habituel. Et donc, je vais essayer de vous mobiliser de cette manière-là, pour faire en sorte que ce soit plus agréable pour vous et que je me sente aussi moins seul. Donc je compte sur vous pour m'aider à me sentir moins seul. Hem, pour ce qui est des questions, si vous avez des questions, on a un moment qui va être dédié à ça en fin de webinaire. Vous pouvez les poser en fait directement, dans le petit onglet, qui s'appelle Q&R, soit en bas, de votre interface Zoom si vous êtes sur l'application Zoom, soit il me semble que c'est en haut lorsque vous êtes sur la web app. Ça nous aide beaucoup, vous êtes assez nombreux, donc si vous arrivez à poser vos questions dans cet onglet-là, ça nous aidera à les avoir et à les traiter plus facilement en fin de session. Ou alors si c'est des questions, plus, logistiques, il y a Romain, Anne et Nisrine de l'équipe Steam qui sont là, dans le chat, qui pourront, y répondre, directement. Hem, je crois que je vous ai à peu près tout dit. On va commencer, peut-être, je vous ai promis des sondages, on va pas attendre plus longtemps. On va commencer avec un premier petit sondage. Sondage éclair. Anne, si tu peux le lancer sur, savoir un peu plus, qui vous êtes. On a orienté ce webinaire côté, chef de projet, mais il y a plein de types de chefs de projet et peut-être qu'il y a d'autres types de personnes qui sont avec nous et c'est pour savoir un peu mieux qui est là. Alors, le sondage est ouvert, vous avez une pop-up qui est arrivée sur votre écran, mais j'ai l'impression que tout le monde la trouve. Je vois, les gens voter. Parfait. Si, vous êtes dans la case autre, vous pouvez nous mettre en chat, quel type de poste vous avez, autre, que ceux qui sont référencés ici. OK. Je vais mettre fin au vote et je vais vous partager les résultats. Donc, on a une majorité de personnes qui sont plutôt chefs de projet orientés innovation. On n'a pas de chef de projet, marketing, pourtant, avec lesquels on travaille aussi, habituellement et des chefs de projet R&D, des responsables de projet. OK, bon, c'est très chouette. On a une bonne diversité, un bon panel. Hésitez pas à nous poser, vos questions un peu spécifiques à chacun, à vos prismes, dû à vos postes et à vos rôles dans votre entreprise, pour qu'on puisse être le plus spécifique possible. Hem, alors, on va attaquer. Toc, déjà en vous partageant le pourquoi est-ce que je vous parle aujourd'hui. Alors pour ceux qui nous connaissent, vous savez que, chez Steam, on n'est, pas forcément, des experts, en RH, ni en futurologue, ni prospectiviste, ni cabinet de tendance. Steam, c'est rien de tout ça, non. Steam, notre expertise et notre terrain de jeu favori, c'est réfléchir à comment est-ce qu'on aide les entreprises à se réinventer, pour anticiper des grands enjeux, des grandes transformations, de notre monde. Alors du coup, pourquoi je vous parle? En fait, depuis, quasiment 5 ans que je suis chez Steam. Au quotidien, j'ai eu l'occasion de travailler avec, tout type de chefs de projet, typé, très R&D, typé innovation, typé marketing, un peu dans diverses industries, du service, du produit, hem et j'ai eu l'occasion de les accompagner vraiment sur le terrain, sur leurs projets, à les faire avancer, vraiment, avec eux dans la même équipe. À côté de ça, j'ai aussi l'occasion de travailler un peu,
côté décideur, avec des COMEX, des directeurs de BU, des directions fonctionnelles, avec un point de vue un peu plus macro, d'analyse de portefeuille de projets, de construction, de stratégie, innovation. Et grâce un peu à cette proximité avec ces deux mondes, j'ai eu l'occasion de comprendre et de voir qu'est-ce qui roule et qu'est-ce qui coince dans les entreprises quand on s'attaque à ces sujets un peu nouveaux, un peu d'innovation. Et depuis peu, je suis aussi responsable des formations et à nos méthodes chez Steam. Et donc, j'ai un peu rebalayé toutes ces expériences en me disant, OK, qu'est-ce que ça veut dire en termes de compétences dans l'entreprise que j'ai vu coincer et ce que j'ai vu bien marcher. Quand ça coince, plus concrètement, quand ça coince, quelles compétences est-ce que ça met en lumière comme étant peut-être manquantes ou en défaut au sein de l'entreprise et qu'il faudrait probablement développer pour être capable de fluidifier la gestion de ces projets un peu nouveaux. Et donc, du coup, c'est ça que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, hein. C'est le résultat de cette synthèse, de cette réflexion sur les compétences à développer, plutôt orientées chef de projet. Euh, 2-3 choses importantes là à vous partager avant qu'on attaque. Déjà de 1, j'ai pas du tout l'ambition de vous apprendre votre métier en tant que chef de projet. C'est simplement plutôt l'objectif, c'est de vous partager un peu une perception de ce qu'on a vu, ce que j'ai vu sur le terrain un peu bouger en termes de besoins, de recherche, de compétences pour les chefs de projet avec lesquels j'ai bossé. Premier point. Deuxième point, à aucun moment, je vais dire, dans ce webinar, que, les compétences actuelles des chefs de projet, il faut tout mettre à la poubelle, que ça sert plus à rien et qu'on on va vous donner, l'alpha et l'oméga du chef de projet de demain. Pas du tout, pas du tout, du tout. Les compétences historiques, du chef de projet, elles sont et elles resteront clés à l'avenir. Donc, c'est bon, on est plutôt dans une réflexion autour de comment est-ce qu'on élargirait ce spectre plutôt que comment est-ce qu'on le remplacerait. Voilà. Et puis enfin, je vous ai dit que je travaillais côté chef de projet, mais aussi côté direction. Euh, on va s'intéresser aujourd'hui essentiellement au spectre compétences côté chef de projet, c'est l'intitulé de ce webinaire, mais évidemment que la question se pose aussi au niveau décideur de quelles sont les compétences, les logiques de décision, les schémas de décision à renouveler pour être capable de décider sur ces projets d'innovation un peu nouveaux. Donc voilà, on ne l'aborde pas aujourd'hui, non pas parce que c'est pas important, mais parce que ça mériterait au moins un webinar à part entière. Voilà, vous savez tout. Aujourd'hui, on va passer, vous verrez, par 3 grandes phases, un petit moment où on reviendra un tout petit peu aux origines de qu'est-ce que c'est le management de projet et comment est-ce que ça a évolué très rapidement, avant de rentrer plus directement dans les 3 compétences que nous, on a vues et qui nous semblent clés à développer pour un chef de projet qui se projette dans son métier de demain. Et pour que ce soit vraiment le plus concret, le plus actionnable possible, vous verrez qu'à chaque fois, on vous donnera des premières pistes pour concrètement se lancer sur telle ou telle compétence qui vous intéresse ou que vous jugez comme étant celle où vous avez besoin de progresser. On vous donnera des ressources à aller gratter. Donc vous aurez, ne vous inquiétez pas, on vous fera un mail de débrief, vous aurez l'ensemble des ressources que je vous présenterai au cours de ce webinaire. Je vous ai tout dit. Et ben, on attaque avec une première petite question. Alors, il n'y a pas de sondage, mais vous pouvez répondre directement dans le chat. Et ma question, c'est qui est ce monsieur, à votre avis? Je suis sûr que vous le connaissez. Au moins son nom de famille. Il a laissé une trace indélébile derrière lui dans le monde du chef du management de projet. Euh, et je me demande si vous avez une idée de qui est-ce que ça pourrait bien être. Si vous avez des idées, vous pouvez les poster en chat directement. Sinon, je considère que vous donnez votre langue au chat et je vous dis qui est ce brave monsieur. Aucune idée, Julien. Effectivement, et pourtant, je suis sûr que vous allez le connaître. Eh bien, ce brave monsieur, c'est pas Henry Ford, c'est pas loin, c'est plus ou moins la même époque. Ce monsieur, c'est Henry Gantt. C'est Henry Gantt. Donc, c'est le monsieur qui a inventé les fameux Gantt que vous connaissez probablement, ces tableaux ou ces plannings qui, dans la gestion de projet, sont un peu voilà, un outil clé qui permettent d'agencer les tâches, faire en sorte qu'on délivre en temps et en heure tout ce qui se passe. Bon, ça a été ce monsieur Grant a sorti ça dans le début du XXe siècle, 1910-1920.
OK. Ce qui est intéressant, c'est que, j'aime bien, montrer ce monsieur parce que pour moi, c'est lui qui a un peu matérialisé et son outil surtout qui a un peu matérialisé le début de la gestion de projet telle qu'on la connaît aujourd'hui, aussi processisée, cadrée et qui a un peu créé le métier, de gestionnaire de projet. Avant, lui, ça ne veut pas dire que ça n'existait pas, la gestion de projet, hein, et ça ne veut pas dire qu'on ne faisait pas de grands projets. On avait quand même fait quelques bricoles comme Versailles, le Louvre, des cathédrales et puis la Tour Eiffel, par exemple. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'était pas capable de faire ces projets-là, mais ça veut dire que la gestion de projet, l'activité de gestion de projet était beaucoup plus matérialisé, incarné par une personne, par une figure un peu entrepreneuriale, plutôt que par des processus, des méthodes, des outils. Et c'est ça, en fait, que Gantt a un peu, il a un peu changé de paradigme, c'est qu'il a introduit cette notion de processisation, méthodisation de la gestion de projet, et il a un peu séparé le rôle d'entrepreneur du rôle de chef de projet. Donc voilà, et donc ça a un peu marqué le début des activités de management de projet, des outils. Ça a vraiment pris son essor dans les années 30, puis vraiment années 60 pendant la guerre froide, où en fait, pourquoi? En fait, ces outils-là, ils permettaient de rationaliser, ils permettent encore de rationaliser et systématiser la gestion de projet. Et dans un contexte de guerre froide où on est en train de faire la course à celui qui sera le premier dans l'espace ou qui posera le premier pied sur la Lune, eh ben, cette rationalisation, cette capacité d'enchaîner les grands projets et même d'en avoir une masse conséquente en parallèle et que ce soit vraiment très industrialisé, eh ben, c'est impossible sans ce genre d'outils ou d'approche. Voilà pourquoi, je voulais vous parler de lui. Alors et puis après, qu'est-ce qui en découle? Bon, bah, vous connaissez, la suite. Ce qui en découle, c'est, toutes les outils, que vous connaissez aujourd'hui, les pertes, les plans de charge, les différents modèles en V, méthodes agiles, les modèles de gestion de risque avec les matrices d'Eisenhower, les différents outils, Microsoft Project, Trello, Todoist, Monday, les notions de maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, enfin bref, cahier des charges et compagnie, enfin vous avez compris. De là a découlé tout un tas d'outils et d'approches qui sont un peu la boîte à outils de la gestion de projet. Et encore une fois, c'est très bien, ces outils sont hyper efficaces et ça reste des outils, des approches, des modèles clés pour le chef de projet. La question qu'on pose, en revanche, c'est qu'est-ce qui est nouveau aujourd'hui? La question que je me suis posée et que je vous pose, qui est qu'est-ce qui est nouveau aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé dans le contexte? En quoi est-ce que le contexte aujourd'hui est différent du contexte d'alors, au moment où on a posé les bases de cette gestion de projet, de cette activité de management de projet? Qu'est-ce qui a changé et en quoi, derrière, la question qu'on découle, c'est au vu de ce qui a changé, est-ce que ça impacte finalement les méthodes, les outils, les approches qui ont été définies à ce moment-là? Alors évidemment, elles ont évolué hein, en cours de route, mais la question reste valable en disant est-ce que les approches ont évolué suffisamment vite au regard de l'évolution du contexte? Plus d'incertitude, l'accès massif à l'information, exactement. Alors, il y a plein de choses qui ont bougé. Moi, je vais en retenir une que je vais vous présenter de manière différente, qui se rapproche effectivement du côté plus d'incertitude, qui est de dire les chercheurs aujourd'hui, ce qu'ils disent qui a massivement changé depuis grosso modo le début du 20e, c'est qu'on est entré dans ce qu'ils appellent une ère d'innovation intensive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là, derrière ce terme un peu pompeux? En fait, il se cache deux choses très simples. Il se cache, un, la notion d'accélération des cycles d'innovation, c'est-à-dire que les innovations qu'on voit apparaissent à des fréquences beaucoup plus élevées qu'auparavant. On a pris l'exemple là de l'industrie du support audio pour vous représenter un peu l'histoire, mais on pourrait prendre l'exemple dans tout un tas d'autres industries. Voilà, il a fallu 70 ans pour passer du 78 au 33 tours. Donc voilà, pour entrer dans les aspects techniques, c'est une réduction de la taille du micro-sillon. Voilà, donc il a fallu 70 ans pour ça. Et à côté de ça, il a fallu seulement 7 ans pour passer d'un support physique de la musique, donc qui était l'iPod ou les lecteurs MP3, à un service qui est complètement dématérialisé, qui sont tous les services de streaming comme Spotify, Deezer, etc., pour écouter de la musique. Donc il y a eu vraiment un raccourcissement de ces cycles d'innovation et en plus des innovations, enfin en tout cas des transformations qui sont de plus en plus profondes.
dans le sens où, bon, bah, voilà, changer la taille du micro-sillon, c'est une chose. Passer d'un support physique, hardware, d'écoute de la musique à quelque chose de complètement digital, complètement numérique, on sent bien que la transformation est d'une toute autre ampleur. OK. Là où il aurait été facile probablement de s'adapter en 70 ans pour réduire la taille du micro-sillon, encore une fois, il est beaucoup plus difficile, de s'adapter quand on est une entreprise qui fait un iPod à, être le Deezer ou être le service de streaming le plus en vogue. Et donc c'est ça qui définit une ère d'innovation intensive. Donc voilà un peu la clé de ce qui a changé, et encore une fois, vous avez raison, il y a d'autres choses qui ont changé, notamment l'accès massif à l'information. Hem, une autre manière de le voir, ce côté, ère et innovation intensive, c'est de regarder ces courbes. Alors qu'est-ce qu'elles veulent dire, ces courbes-là? Très simplement, en fait, c'est, c'est un autre chercheur qui s'appelle, Edmund Phelps, qui n'a rien à voir avec, le nageur que vous connaissez probablement, multimédaillé, enfin peut-être d'ailleurs qu'ils sont de la même famille, j'en sais rien. Hem, donc Edmund Phelps, pardon, qu'est-ce qu'il a dit? Bah, en fait, il a regardé, lui, il s'intéressait aux facteurs de compétition des entreprises. Il a regardé dans le temps, bah, sur quoi est-ce que les leaders d'une industrie, ils sont la guerre? Pour être le meilleur, sur quoi est-ce qu'il faut que je sois justement le meilleur? Bah, ce qu'il voit, c'est que ce qu'il a analysé, c'est qu'en fait, bah, la première moitié du XXe siècle, le meilleur, c'était celui qui était capable de produire massivement. Celui qui avait les outils de production, les plus massifs et les plus larges, c'est celui qui était capable d'avoir la plus grande part de marché sur son marché. Et puis, petit à petit, en fait, cette capacité, de production s'est commoditisée. Tout le monde est devenu plus ou moins capable de produire à large échelle. Et donc, il y a un nouveau critère, en fait, sur lesquels les entreprises se sont fait un peu la compétition pour être, celui qui a le plus de parts de marché, qui est, le critère de qualité. Non seulement il fallait produire beaucoup, mais il fallait être capable de produire au bon niveau de qualité. Et là encore, on voit qu'en fait, bah, dans la deuxième moitié du XXe siècle, cette capacité de produire au bon niveau de qualité, c'est peu à peu commoditisé. Maintenant, tout le monde est capable de produire au bon niveau de qualité. Euh, mais en revanche, là où la compétition se joue vraiment, si on veut être celui qui a le plus de parts de marché, si on veut être le leader de son industrie, et bien sur cette capacité d'innover de manière récurrente, de réinventer ses offres, ses produits, ses services de manière récurrente. Ça veut dire, voilà, être le champion de la productivité et de la qualité, ça ne suffit plus. OK, et ce shift-là, bon, il n'est pas, nouveau, il émerge, là et on le ressent de plus en plus, mais il est pas nouveau. Ce qui est sûr, c'est que, on est convaincu que ce shift-là, il est inéluctable et qu'on n'y coupera pas, quelle que soit son industrie. Alors, très bien, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir tout ça avec moi et mon rôle de chef de projet? Je vois pas bien le rapport. Et ben, le rapport, et ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir que, heu, bah, ces nouvelles contraintes, ces nouveaux contextes de compétition, des entreprises, bah, ça impacte directement, les gens, les compétences et les processus de l'entreprise. Parce qu'en fait, une entreprise, plus ou moins, c'est ça, hein, enfin, c'est des gens qui se sont rassemblés avec certaines compétences et des processus, pour être capable de produire un service, ou un produit ou une offre quelle qu'elle soit. Et donc ce changement de contexte impose nécessairement un changement ou en tout cas à réfléchir à une certaine adaptation des compétences de chacun des métiers, dans l'entreprise. Et notamment, on va le voir, ça commence par le chef de projet. Alors pourquoi? En fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est, bah, un chef de projet, il a son set de compétences et il traite, aujourd'hui, les projets classiques, les moutons à 4 pattes. Alors vous me voyez peut-être venir avec mes images de moutons, mais c'est pas grave. Pour lesquels en gros, bah, le chef de compétences, les projets le chef de projet, les, projets classiques, il a les compétences, il a les outils, on les a vus, les pertes, les Gantt, les matrices d'Eisenhower de gestion de risque et cetera, pour être capable de traiter ces projets, de les faire progresser et de les amener aux résultats qu'on, attendait de ces projets-là. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que ça roule toujours comme sur des roulettes, mais on a les compétences, on a les outils, on a les moyens de faire, progresser ça. Ce qu'on observe, c'est que, bah, les entreprises, ce contexte qui est en train de bouger vers une compétition par l'innovation, hem, elles le ressentent de plus en plus et elles commencent à se mettre en marche. Et comment ça se traduit? Ben, le plus souvent, ça se traduit très vite par l'émergence de projets, quelle que soit la manière dont ils émergent, d'un type un peu nouveau, des projets,
peut appeler, qu'on appellera d'ailleurs dans la suite, des projets d'innovation, mais qui sont assez différents des projets classiques. Alors en quoi ils sont différents? Vous voyez, où je voulais en venir. C'est un peu des moutons à 5 pattes, verts et bleus. Pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire en fait d'être un mouton à 5 pattes dans cette, qu'est-ce que c'est qu'un projet d'innovation en fait? En quoi est-ce qu'il est différent? En fait, il est différent dans le sens où, il est beaucoup plus incertain. Il porte en lui des incertitudes beaucoup plus grandes, que ce soit en termes de technologie, que ce soit en termes de marché auquel on s'adresse, que ce soit en termes de viabilité globale du modèle de vendre ce service ou ce produit à tel prix. Tout ça, en fait, c'est beaucoup moins certain, que des projets plus classiques, qu'un chef de projet il a l'habitude de traiter. Et ça se voit pas forcément au premier abord, c'est un peu fourbe, c'est que, ces projets-là, il n'y a pas écrit, en gros, projet d'innovation. Parfois, c'est pas si évident que ça. Hem, ce qui est fondamental de voir et ce qu'on a vu, mais de manière systématique dans toutes les entreprises chez qui on intervient, c'est que vous avez l'étiquette chef de projet. Et en tant qu'étiquette, et chef de projet, s'il y a des projets, même s'ils sont très nouveaux, même si c'est des projets d'innovation, même si c'est des projets beaucoup plus incertains qui finalement n'ont pas grand-chose à voir avec les projets plus classiques, enfin, dans une certaine mesure, bah, ils vont tomber chez vous. Ils vont tomber dans votre panier à vous parce que, bah, vous êtes en première ligne de ceux qui gèrent les trucs un peu nouveaux, les projets et donc ça va arriver chez vous. Et donc la question que ça pose, c'est, ben, est-ce que le set de compétences qui marchait bien pour, les projets plus classiques, qui permettait de délivrer les résultats attendus. Est-ce qu'il va bien marcher, ce set, pour les projets un peu plus nouveaux, un peu plus, moutons à 5 pattes? Bah, rien ne le dit. C'est pas évident, de prime abord. Et donc la question qu'on pose et là, elle est ce qu'on va vous proposer, de creuser derrière, c'est, bah, justement comment est-ce qu'on peut élargir ce spectre pour être capable de traiter de manière plus sereine, plus efficace, des projets d'innovation, des projets, plus nouveaux, en tout cas d'un type différent de ce que sont des projets plus classiques. Hem, les 3 grandes compétences, on y arrive. Les 3 grandes compétences qu'on voulait aborder avec vous, c'est celles-ci. On va rentrer dans le détail, juste après. Donc la première, c'est ce qu'on appelle mobiliser la méthode adaptée à chaque situation. La deuxième, on l'appelle la capacité à explorer de manière créative et la troisième, c'est, la capacité à apprendre à haute fréquence. Donc ces 3 compétences qu'on va creuser ensemble et qui pour nous sont un peu les compétences clés pour le chef de projet de demain. Hem, Évidemment, c'est pas exhaustif, on pourrait en avoir listé, beaucoup d'autres. Là, c'est vraiment celles qu'on a voulu mettre en avant qui nous paraissent les plus fondamentales et celles qu'on a vues le plus coincées, sur lesquelles on a vu nos clients le plus coincés, du fait du manque, de maturité sur ces compétences-là. Donc c'est pour ça qu'on veut les mettre en avant. Comme je l'ai dit, ça ne vient pas remplacer, hein, encore une fois, les compétences, du chef de projet, et surtout, chaque cas est un peu unique. Pour certains d'entre vous, peut-être que certaines de ces compétences sont déjà très bien maîtrisées au sein de l'entreprise et au sein des chefs de projet de votre entreprise, c'est possible. Hem, c'est nous, notre vision un peu, là, qui moyenne sur ce qu'on a vu dans l'ensemble des clients chez qui on est intervenu. Mais il y a évidemment, chacun a sa propre spécificité, donc il est probable que sur certaines d'entre vous, vous dites: «Bah, moi là-dessus, c'est bon, c'est maîtrisé, rien à faire». OK? Et ben, on attaque. On attaque sur la première compétence, on appelle mobiliser la méthode adaptée à chaque situation. Alors pourquoi cette compétence? Mais en fait, on a vu, heu, beaucoup, dans les entreprises chez lesquelles on est intervenu que, heu quand il s'agit de projets d'innovation et qu'on se rend compte que c'est un projet un peu nouveau, un projet un peu, bizarre, on cherche un peu à aller, bah, quelle méthode je vais bien pouvoir utiliser là-dessus? Et alors là, on est submergé de méthodes. On est submergé de méthodes, il y en a dans tous les sens, tous les mots-clés, du moment y passent, le design thinking, lean startup, le TRIZ, business model Canva, les méthodes agiles, enfin on pourrait passer, 1 heure à se les lister toutes, et en fait, on est un peu paumé parce que, bah, on ne sait pas bien, en tout cas les chefs de projet avec lesquels on bosse et à un moment, c'est un peu, on est noyé dans ces méthodes sans vraiment bien comprendre, qu'est-ce qui est pourquoi l'une plus que l'autre et cetera. Et donc soit ce qu'on voit, c'est soit, effectivement, il y a un moment, on se décide sur une parce que, bah, il faut bien avancer, ou alors on a, une culture dans l'entreprise de travailler avec, TRIZ parce que, c'est ce qu'on a mobilisé depuis toujours et donc, bah, on va mobiliser ça ou une appétence particulière, en fonction des chefs de projet et ça permet de débloquer la situation et d'avancer. La limite de ça,
qu'on voit, c'est souvent les conséquences, c'est que au moment où on arrive dans les entreprises, on trouve souvent des équipes projets qui sont fatiguées, voire même parfois épuisées, parce que, on a mis beaucoup d'efforts à faire progresser tel projet qui est un type nouveau, un truc sur lequel on n'a pas vraiment l'habitude de bosser, hem, sur lesquels, on passe beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et avec, une sensation de délivrer beaucoup moins que ce qu'on a l'habitude de délivrer sur des projets plus classiques. Donc ça génère aussi des frustrations, au niveau de l'équipe, ça génère aussi des frustrations au niveau équipe décideur, où on ne comprend pas pourquoi est-ce que ça avance pas. Enfin, ça c'est une situation, il y a beaucoup d'incompréhension entre tout le monde et ça génère, du coup, pas mal de stress, émotionnel, pour l'ensemble des parties prenantes autour de ce genre de projet. L'autre truc qu'on voit, aussi en termes de conséquences, c'est que, en fait, au niveau des approches, il se passe 2 choses. C'est l'image là du marteau et de la vis que vous avez sous les yeux. Hem, on voit 2 types de réactions, en fonction au vu de ces projets-là. Soit on se dit: «Bah, voilà, on utilisait, tel méthodo, on a essayé de prendre le marteau pour, planter la vis, ça marche pas du tout, la méthodo est pourrie, voilà, on jette la méthodo, on jette le marteau. Le marteau, c'est pas un bon outil, c'est nul». Et donc du coup, nous, enfin, ça nous enfin, moi, personnellement, ça m'attriste. Je me dis: «Mais mince, on est en train de gâcher de la valeur, on est en train de mettre un peu des efforts à la poubelle», alors que c'était juste, une histoire d'outillage, une histoire de compréhension de qu'est-ce qui se jouait et on se retrouve à mettre complètement, à part, de côté, dans un placard, au mieux, au pire, à la poubelle, des approches qui, ont pas marché là, mais qui ont pourtant un sens dans d'autres contextes, d'autres situations. L'autre chose qu'on voit aussi, c'est l'inverse, c'est, on a essayé de prendre le marteau pour planter la vis, ça marche pas, et ben, on dit: «Bah, les vis, c'est nul». Hop et du coup, on traite plus jamais les vis, on fait que nos clous. Ou alors, on fait les vis comme on peut avec le marteau. Et du coup, ça marche pas bien. Et là encore, on a l'impression de gâcher beaucoup de valeur, de ne pas traiter des projets qui sont d'un type nouveau, mais qui apportent aussi beaucoup de valeur pour l'entreprise. Et donc, assez frustrant, alors pour les équipes, mais aussi de notre point de vue à nous, d'extérieur. On dit voilà, on passe à côté de quelque chose. Hem, avant de continuer, alors j'ai oublié de passer là, mais avant de continuer, je voulais faire un petit sondage là aussi pour voir chez vous, qu'est-ce qui résonnait? Dans quelle situation vous avez l'impression d'être? Est-ce que vous êtes plutôt, heu, du genre à avoir, voilà, maîtrisé et appliqué quelques méthodes et vous dire: «Dans les cas que j'ai, ça roule, ça marche bien»? Est-ce que c'est plutôt, «Bah non, en fait, moi, j'ai quelques méthodes dans mon panier, mais j'ai l'impression que parfois ça me limite» ou, au contraire, des fois, des cas qui se passent aussi qui sont, je vois un peu tout ce que j'ai à disposition, mais j'ai du mal à faire émerger qu'est-ce qui me paraît le plus intéressant pour mes cas à moi. Vous êtes en train de répondre. Je laisse encore le sondage ouvert quelques instants. Merci Anne de l'avoir lancé. Je vois que ça continue de bouger. Voilà, ça se stabilise. OK, je mets fin au vote pour vous montrer les résultats. Hem, alors les résultats, c'est intéressant, c'est, majorité, assez, marquée, de gens qui, ont l'impression d'avoir maîtriser, qui maîtrisent et qui appliquent, 1, 2, 3 méthodes, qui sont, voilà et qui permettent de faire l'essentiel du boulot. Pour autant, bah, certaines fois, de se sentir limité par ce scope-là et d'avoir, peut-être d'autres approches à aller regarder. OK, bah, très bien. Merci pour votre participation. 2e sondage et pas le dernier, vous allez voir. Hem, on continue du coup, notre conviction là-dessus ou ma conviction personnelle là-dessus, c'est que il n'y a pas de méthode intrinsèquement meilleure qu'une autre. Il n'y a pas la méthode miracle, ça se saurait, évidemment. Heu, ce dont je suis persuadé, c'est qu'en revanche, chaque méthode a un contexte d'utilisation, une situation d'utilisation particulière où elle est adaptée et où elle va, vraiment permettre de progresser efficacement, sur le sujet, sur le projet, en question. OK? Et donc l'enjeu clé, comment ça se traduit en termes d'enjeu clé pour, vous en tant que chef de projet? Bah, ça va être capable d'y voir clair sur ce nuage, ce brouillard de méthodes pour être capable d'aller, hop, piquer, d'aller sélectionner, mobiliser la méthode adaptée à chaque situation qui va se proposer, à vous. Comment est-ce qu'on fait ça, plus concrètement? Comment est-ce qu'on fait ça? Bah, nous, la manière dont on s'est attaqué à ce sujet-là, et ben, c'est simplement en faisant un peu le bilan des grandes méthodes qu'on nous montre, et qu'on nous, met sous les yeux, régulièrement quand il s'agit de traiter des sujets d'innovation. Hem
et de commencer par déjà essayer de bien comprendre qu'est-ce que permettent de faire et qu'est-ce que ne permettent pas de faire chacune des méthodes, pour éviter de prendre le marteau, encore une fois, comme un outil multi-usage qui permettra de traiter n'importe quel sujet. Ça, c'est vraiment le premier élément, d'être bien au clair sur les méthodes clés. Vous n'avez pas besoin de passer et de connaître les spécificités de 70 méthodes, mais au moins sur les méthodes les plus emblématiques, d'avoir cette conscience de qu'est-ce qu'elles me permettent de faire, qu'est-ce qu'elles ne permettent pas de faire. Deuxième partie, évidemment, c'est quand une situation se présente, être capable de faire cette même analyse de l'autre côté en disant, mais OK, en termes de maturité de projet, où est-ce que j'en suis? Est-ce que c'est quelque chose de très amont dans mon innovation? Est-ce que c'est quelque chose de très aval, le sujet qui se propose à moi? Quelle est l'intention qu'on a derrière? Est-ce que c'est une intention de sortir, de faire du business à très court terme? Est-ce que c'est une intention plutôt d'aller construire des compétences et de commencer à se développer sur un nouveau marché, mais on sait très bien que ça ne va pas faire du business à très court terme? Est-ce que c'est un projet plutôt technique, plutôt marché? Enfin, il y a tout un tas de questions à se poser pour essayer de mieux comprendre et prendre un peu de recul face au projet, à la situation qui se présente devant nous. Et évidemment, la troisième et dernière étape, c'est de faire ce matching en disant, bon, au vu de ce que j'ai compris de la situation et de ce que je connais des grandes méthodes, des grandes approches qui permettraient de traiter cette situation-là, voilà ce qui me semble le plus adapté de faire. OK. Ça met en lumière le fait que voilà, le rôle pour nous du chef de projet, c'est être capable de faire ça, de faire au final ce matching-là, en ayant en tête que ça ne veut pas forcément dire que vous devez être, enfin en tout cas que chaque chef de projet dans votre boîte doit être en mesure de mobiliser et de mettre en place 73 méthodes différentes. On voit plein de schémas différents dans les entreprises qu'on accompagne, mais ça peut être des logiques de complémentarité, où certains sont plus à l'aise sur du design thinking, d'autres plus sur du as it. Et puis en fonction de l'analyse de la situation du projet qui arrive, on se répartit sur qui va traiter quoi. Voilà, c'est un exemple de manière de faire ça. OK. Hem, Si ça vous intéresse et que vous voulez creuser un peu plus ces sujets-là, qu'est-ce qu'on propose? Hop, vous pouvez aller regarder déjà, notre tableau comparatif des méthodes que vous trouvez, directement sur notre site, pardon. Vous pouvez aller trouver ce tableau qui va vous permettre de déjà voir un peu qu'est-ce que ça veut dire d'analyser des méthodes, qu'est-ce que ça veut dire de comprendre qu'est-ce qu'elles permettent ou ne permettent pas de faire sur quelques méthodes emblématiques. Si vous voulez aller un cran plus loin, on a même 2 ou 3 crans plus loin, on a créé un livre blanc qui permet d'analyser, encore une fois 6 ou 7 méthodes d'innovation les plus connues. Alors là, énormément, pas mal, on rentre beaucoup dans le détail et en profondeur. Donc c'est une cinquantaine de pages à découvrir si ça vous intéresse pour les plus geeks d'entre vous. Hem Et enfin, si vous jugez que c'est vraiment un enjeu clé pour vous, pour votre entreprise, et que c'est un des points bloquants qui vous empêche d'avancer sereinement sur ces projets un peu nouveaux dont vous vous retrouvez en charge, eh ben, on propose nous sur ce sujet-là une méthode d'une journée qui vous permet de balayer 5, 6 méthodes d'innovation, de comprendre les tenants et aboutissants de chacune, de faire des premières mises en situation pour comprendre dans quel cas est-ce qu'elles sont adaptées ou non, et de commencer à discuter dans votre cas à vous, réel, concret, sur le terrain, qu'est-ce qui pourrait faire sens et qu'est-ce qui semble être les méthodes les plus adaptées si vous avez un schéma type de projet en tête. Voilà pour les ressources. Encore une fois, voilà, merci Anne. On vous enverra ces liens à la suite du webinaire. Je passe donc à la deuxième compétence. Deuxième compétence qu'on appelait l'exploration créative. Alors, imaginez que vous êtes ce bonhomme-là, ce monsieur en haut de sa colline et qui regarde au travers de ses jumelles et qui, au travers de ses jumelles, voit ce joli paysage vallonné de collines, de petites montagnes, et que son intention à lui, c'est de grimper la plus haute montagne. Bon, alors, il y a plusieurs collines, il y a plusieurs possibilités. Avec ses jumelles, il va regarder à droite à gauche laquelle semble la plus haute. Bon, il va en choisir une, celle qui lui paraît la plus haute, et il va la grimper. Et puis, imaginons que il grimpe au-dessus, et ce dont il se rend compte, c'est qu'en arrivant dessus, il voit ça. Il voit qu'en fait, il y avait plus grand à grimper, une montagne plus haute à grimper,
pas si loin que ça, finalement, juste derrière de sa colline, et que en fait, le fait de regarder au travers de ces jumelles et de se lancer là, sur la colline qui lui semblait la plus haute, au vu de ce qu'il avait, sous les yeux, mais en fait, ça l'a un peu limité parce que, il n'y avait pas une reconnaissance suffisante du terrain pour être capable de voir qu'il y avait un peu plus haut, plus loin. Et que potentiellement, il aurait pu s'en rendre compte peut-être assez vite. Simplement, voilà, la montagne était cachée par la colline et en se décalant à droite ou à gauche, on aurait probablement pu la voir assez vite. Bon, l'exemple vaut ce qu'il vaut, mais ce qui est intéressant, derrière cette petite mise en situation, c'est que on se rend compte que cette situation-là, on la vit aussi sur les projets, un peu, nouveaux, les projets typés innovation. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se rend compte que, au départ d'un projet, il y a une idée, voilà, alors avant de se lancer sur la première idée, parfois, mais pas toujours, ben, on regarde un peu les idées à côté, on dit: «Ah mais non, mais ce serait peut-être plus intéressant d'attaquer et de lancer le projet sous cet aspect-là plutôt que sous celui-ci». Voilà, donc on a deux trois possibilités de projet, on réfléchit, on fait un comité projet, on se dit: «OK, non, celui qui semble le plus intéressant de lancer, c'est celui-ci, donc on va mettre nos efforts sur celui-là». Un peu comme, mon exemple là des 3 collines que le monsieur a sous les yeux, et puis on se lance. Et en fait, on met de l'énergie, on fait avancer, on arrive au bout et on se rend compte: «Ah, en fait, il y avait probablement mieux à faire et on aurait pu s'en rendre compte plus tôt». Et c'est pas grave d'une certaine manière parce que, bah, c'est pas inéluctable. On peut se dire: «Eh bah, hop, je redescends la colline et puis je remonte la montagne que j'ai en face de moi». Donc ça marche, hem, mais c'est fatigant, encore une fois. C'est fatigant. Il y a parfois, on n'a même plus envie d'avoir la montagne quoi, derrière. On dit: «Non, non, mais c'est bon, on a monté, notre colline, on a fait notre projet, on est arrivé au bout, stop quoi». On arrête, il y avait peut-être mieux à faire, mais c'est pas grave, on s'arrête là et on va pas plus loin que ça. Hem, hop, petit sondage aussi sur, cette partie-là pour savoir, chez vous, est-ce que cette situation-là, ça résonne? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, une fois exceptionnellement, régulièrement ou non? Vous dites: «Non, nous, on n'a jamais ressenti ça, c'est pas vraiment un sujet, chez moi ou pour moi dans mon cas». Je laisse encore une fois le, sondage ouvert quelques instants, le temps de laisser tout le monde répondre. Encore quelques secondes. OK, je vais mettre fin au vote et vous partager les résultats. Alors, les résultats que l'on voit, que je vous partage maintenant, donc, majoritairement, alors c'est quasiment pareil à 2-3 réponses près, c'est oui, c'est déjà arrivé, et pour pas mal d'entre vous aussi plusieurs fois. Certains d'entre vous, c'est jamais arrivé, bah, tant mieux, c'est un écueil, assez chouette qu'on voit enfin d'éviter, qu'on voit régulièrement, donc bravo à vous. Hem et effectivement, c'est quelque chose, nous, qu'on voit assez régulièrement. Je suis pas étonné, de ces réponses-là, d'avoir grosso modo, en fait, 90 des gens qui sont aujourd'hui avec nous, qui ont déjà ressenti cette émotion-là d'avoir grimpé la colline, au lieu d'avoir grimpé l'Everest qui était juste derrière. OK, alors qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce que j'en pense et quelle est ma conviction là-dessus? Ma conviction, que j'ai, sur ça, c'est que, heu, le risque de grimper la colline, le risque de passer à côté, du d'une voie plus intéressante que celle sur laquelle on se lance au départ, il est beaucoup plus grand sur des projets, très nouveaux, projets d'innovation, projets à forte incertitude, que, sur des projets plus classiques. Tout simplement parce qu'on est dans une situation, vous êtes dans un contexte projet où c'est beaucoup plus incertain. Vous connaissez beaucoup moins le terrain, si je file la métaphore. Vous savez pas trop où vous mettez les pieds. Alors que, bah, d'habitude, vous avez une carte bien dessinée, des, hauteurs de montagne, dans vos projets classiques et donc vous savez très bien, si vous voulez grimper le projet le plus haut, où est-ce qu'il faut aller? Parce que, bah, vous connaissez votre marché, vous connaissez votre techno, et grosso modo, ça va rouler. Là, c'est un cas qui est différent où, vous connaissez pas bien le terrain. Et donc, il y a le rôle et l'enjeu qui en sort là, côté chef de projet, c'est d'être capable d'organiser cette reconnaissance là, un peu préliminaire, reconnaissance du terrain, pour être capable, bah, d'identifier de manière la plus exhaustive possible les voies possibles, et être capable du coup derrière de décider et de s'engager sur celle qui a le plus de potentiel. Et d'avoir cette phase de réouverture où je me lance, sur une piste, après avoir réouvert au-delà de la première idée du premier projet qui a pu émerger.
OK. Alors comment on se lance là-dedans et quelles sont les approches que nous on propose? Bah, l'approche que nous on propose pour ceux qui nous connaissent, vous l'avez, probablement, en tête ou à minima, son nom. Nous la manière, dont on s'attaque à ce genre de sujet-là, c'est, heu, via une approche qu'on appelle, la méthode CK ou qui aboutit en une cartographie CK. Et donc l'objectif, c'est vraiment, bah, en fait, c'est vraiment de construire cette carte, des hauteurs de montagne, les cartes des possibles, pour être capable de décider la manière la plus éclairée au final. Ce qui est intéressant avec cet outil, je vais pas avoir le temps de rentrer là dans le détail, ça mérite largement un webinaire à part entière. Donc je vais pas rentrer dans le détail, mais ce qui est intéressant et les bénéfices qu'on tire de cette approche-là, c'est que, bah, ça permet d'avoir cette, notion exhaustive des possibles, au-delà de la première idée qu'on a pu avoir. Euh, Ça permet aussi de rendre un peu plus robustes les raisons pour lesquelles on pense que telle ou telle idée est meilleure. Dans quel sens? Dans le sens où chacune des idées, on va chercher à la rendre plus robuste à travers des connaissances qu'on va mobiliser et qui vont appuyer cette idée, qui vont dire oui, ça a l'air d'être un truc intéressant. Ok. Euh, et donc ça permet au final, voilà, d'avoir cette, on a notre carte et on peut choisir là où on veut aller de manière plus lucide, en pleine conscience de quelles sont les options à disposition. Voilà sur cette partie-là numéro 2, explorer de manière créative. Comment commencer? Comment commencer? Bah, c'est hyper simple. On a 2 articles qui sont idéales pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est que CICA, à quoi ça sert et comment est-ce que je pourrais m'en servir, que vous retrouvez directement sur notre site et encore une fois qu'on vous enverra suite à ce webinaire. Et si vous voulez creuser un peu plus loin, deux documents qui peuvent être intéressants. Un premier qui est ce qu'on appelle le livret d'initiation ACK, qui est plus pratique que les 2 articles qui vont bah, vous proposer un peu une méthode pas à pas sur un objet simple pour vous expliquer comment est-ce que marche CK et comment est-ce qu'on peut réinventer, retravailler, réexplorer les possibles autour d'un objet. Qui soit un produit là dans le cas de l'initiation ACK. Et puis enfin, encore une fois, si vous ressentez que ce point-là, c'est vraiment un point bloquant qui vous empêche de vraiment tirer parti de toute la valeur des projets d'innovation dans lesquels vous baignez, on a une formation qui vise à faire ça, à vous apprendre à manipuler ces outils-là, à construire ces cartographies-là de manière systématique, la recette de cuisine qui vous permet d'être capable de, sur n'importe quel de vos projets, sortir cette vision des possibles, réouvrir les possibles avant de se lancer. Voilà sur cette deuxième compétence. J'enchaîne sur cette troisième et dernière compétence avant de boucler avec vos questions. La troisième compétence, je vous l'avais dit, c'est l'apprentissage haute fréquence. Alors, pourquoi on parle d'apprentissage haute fréquence? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce qu'on voit, et généralement, c'est comme ça que sont gérés les projets et c'est très bien, encore une fois, c'est que, les projets plus classiques, les KPI qu'on va regarder, pour savoir si le projet avance bien et si, il est sur les bons rails, on va regarder si on respecte bien les coûts qu'on s'était donnés, en amont, que les délais annoncés, sont en train d'être suivis, qu'on n'est pas en train de complètement dériver et que, ben, les standards de qualité qu'on s'était définis dans notre cahier des charges sont bien suivis, qu'on est en train de délivrer au bon niveau de qualité. Ça, c'est la définition de l'efficacité dans les projets plus classiques. Et donc, du coup, quand un projet, fameux mouton à 5 pattes bleu et vert de tout à l'heure, un projet innovant, projet très nouveau, à fort niveau d'incertitude, quand un projet de ce type-là arrive ben, dans le panier des chefs de projet, on les traite avec les mêmes KPI et c'est normal. Et donc on va regarder, est-ce qu'ils respectent les coûts? Est-ce que les délais sont mesurés? Est-ce que la qualité est au bon niveau? Et cetera. Et donc du coup, en fait, sans même vous en rendre compte, vous vous mettez dans une posture où, vous devez justifier de votre performance sur ces trucs-là, en construisant des cahiers des charges, en construisant des business plans, en vérifiant qu'en termes de coûts, délais, on est dans les clous et en essayant de surtout, bien respecter le plan qu'on s'était donné au début pour pas déborder. Et donc, les conséquences de ça, c'est qu'on se retrouve à remplir des super, business plans, hyper détaillés, avec des projections à 8 ans, et énormément de cas possibles et cetera. On construit des cahiers des charges, en disant ce qu'on a envie de faire. Hem, le problème de ça et ce qu'on voit, c'est que, finalement, sur ces projets très nouveaux, très incertains, on sait pas quoi écrire dans le cahier des charges, dans le business plan. Ou en tout cas, on peut écrire des trucs, mais la valeur que ça a est très faible parce que
en fait, par définition, ils sont très incertains, on ne sait pas trop où on est en train de mettre les pieds. Donc, écrire que ça va toucher telle ou telle population, au final, le prime abord, on n'en sait rien, que c'est telle ou telle part de marché, au final, au prime abord, on ne sait pas. Quel type de technologie il va falloir utiliser, on peut en choisir une, mais c'est pas dit du tout que ce soit en fait la bonne et celle qu'on va réellement utiliser à la fin. Et donc, on peut les construire, mais la valeur, enfin en tout cas, il ne faut pas être naïf sur la valeur que vraiment ces objets-là apportent. Donc, ce qu'on voit en fait au final, c'est soit il y a des chefs de projet qui jouent le jeu, qui construisent ces trucs-là, soit en ayant conscience de leur faible valeur, mais ça permet au moins d'avancer, voilà. Soit des fois en ayant un peu moins conscience du fait que, en fait, on est en train de se prêter à un exercice un peu factice, et donc de défendre bec et ongle un projet sur un cahier des charges, sur un business plan, auquel, au final, le risque que ce ne soit pas la réalité est très très fort, beaucoup plus fort que des cahiers des charges ou des business plans d'habitude. L'autre cas que l'on voit, et donc, enfin, pour terminer sur ce point-là, effectivement, avec le risque derrière de se dire, en fait, il y a un risque de plantage assez fort, et donc d'engager un peu sa responsabilité sur le fait que j'avais défendu ce truc-là bec et ongle, en sachant bien que ce qui se cachait derrière, c'était pas forcément robuste, mais j'ai dû jouer le jeu pour le faire avancer. Bref. L'autre chose qu'on voit, c'est en fait, il y a des chefs de projet qui ne prêtent pas au jeu, tout simplement, et qui disent, écoutez, moi, je ne peux pas le remplir, votre cahier des charges. En mon âme et conscience, je ne peux pas écrire un truc là-dedans parce que ça n'aurait aucun sens. Même chose en termes de BP. Donc, du coup, voilà, on se retrouve à dire, bon, très bien, on ne fait pas avancer le projet, on tue le projet. Donc, encore une fois, c'est un peu dommage et c'est un peu frustrant, nous, de notre point de vue extérieur, de voir ça, de voir toute cette valeur un peu latente, gâchée, alors qu'il y aurait moyen d'en faire quelque chose. Petit sondage, avant-dernier petit sondage, sur cette situation, même chose. Est-ce que cette situation, vous avez l'impression de l'avoir déjà vécue ou pareil? Non, pas vraiment, ça c'est pas vraiment un sujet chez moi. On a les bons processus, on sait bien évaluer ces projets un peu nouveaux et donc du coup tout roule. Hem, je laisse encore le sondage quelques secondes pour ceux qui, se tentent de trouver la fenêtre. OK. Ça ne bouge plus trop, j'arrête le sondage et je vous partage les résultats. On est sur un résultat assez similaire en fait au point précédent, où ça arrive plutôt régulièrement. Alors c'est inversé par rapport à tout à l'heure, ce sujet-là a l'air d'émerger un peu plus pour vous aujourd'hui. Encore une fois, de mon côté, pas hyper surpris, c'est vraiment on l'a mis là parce que c'est vraiment ce qu'on voit émerger le plus souvent, et donc d'avoir 86 de gens qui ont déjà ressenti ça, ça me paraît assez logique et assez normal. Enfin, pas de surprise de mon côté. OK. Bon, comment est-ce qu'on avance avec ça? Alors notre conviction, ma conviction là-dessus, c'est que heu, dans ces cas de projets très incertains, la définition de l'efficacité qui marche dans le cas des projets normaux, elle est plus valable. Et en fait, on passe d'une logique où l'efficacité, c'est maîtriser la qualité, les coûts, les délais, à une logique où l'efficacité, c'est simplement d'apprendre rapidement, d'être capable de réduire ces incertitudes, d'être capable de, sur ces projets qui sont très nouveaux, très incertains, de réduire les incertitudes pour pouvoir au final construire un cahier des charges, un business plan auquel on croit et qui a vraiment de la valeur. Et c'est ça un peu la conviction qu'on a et le changement de paradigme qu'on voit dans le cas de projets très nouveaux. Ça ne veut pas dire encore une fois que dans les projets plus classiques, il faut arrêter d'évaluer l'efficacité comme je vous l'ai présenté tout de suite. Non, non, au contraire, hein, c'est très bien pour les projets classiques, il faut continuer d'évaluer leur efficacité comme ça. C'est ça qui permet de créer de la valeur sur des projets plus maîtrisés par l'entreprise, d'être hyper efficace. Non, la question c'est plutôt pour ces moutons à 5 pattes qui commencent à émerger, à arriver du fait de l'évolution du contexte, quelles sont les bonnes métriques, les bons KPI par lesquels il faut les regarder. Hem, Comment est-ce que nous on traite ça chez nous? On traite ça avec, en fait, le maître mot là-dedans, c'est les méthodes de réduction des incertitudes. Une logique d'identification des hypothèses, de voir sa solution, son projet comme un grand château de cartes. Et votre offre, votre nouvelle offre, elle est un peu au sommet de ce château de cartes. Chaque carte, ça représente une hypothèse sur lesquelles repose votre solution finale. Et donc le jeu, dans ses
début de projet très incertain, ça va être de s'assurer que chacune des cartes, elle tient bien et d'aller vérifier qu'elles sont bien solides et que tout ne va pas s'effondrer au premier coup de vent. Et donc, c'est des logiques évidemment très itératives, inspirées en partie de Lean Startup, qu'on a complété aussi avec notre connaissance et notre approche autour de ces cas, qui me paraît aussi intéressante de réinjecter ici. Et en fait, on rentre dans des logiques où on va chercher à réduire de manière très systématique et très méthodisée les incertitudes pour être capable d'arriver à un niveau suffisant de robustesse pour construire des, euh, des cahiers des charges ou des business plans. Voilà là-dessus, je m'arrête là. Pour commencer, vous pouvez commencer avec un mini webinaire. Alors peut-être que certains d'entre vous y ont assisté, qui a été mené par Benjamin, un des deux cofondateurs de Steam, sur la partie Assess et sur la partie, ce qu'on appelle chez nous Virtual Startup, c'est cette partie de réduction des incertitudes, apprentissage à haute fréquence sur un projet d'innovation. Ça vous donnera des billes pour comprendre un peu les tenants et aboutissants de cette phase-là d'un projet très nouveau. Et puis là encore, si vous pensez que c'est un sujet clé sur lequel vous avez besoin d'avancer vite et qui vous limite dans votre capacité à vraiment délivrer sur vos projets d'innovation, là encore, on a une formation qui vous permet de prendre en main ces logiques de réduction d'incertitude, cet état d'esprit d'apprentissage rapide pour débloquer un peu le passage à l'action efficace sur ces projets d'un type nouveau très incertain. J'en ai terminé pour moi. Je vous ai juste remis là les trois grandes compétences qu'on a balayées ensemble pour qu'on s'en souvienne, qui sont mobiliser la méthode adaptée à chaque situation, explorer de manière créative et apprendre à haute fréquence. Dernier petit sondage, oui, avant de passer aux questions, qui était de savoir de votre côté, quelle est votre perception sur la compétence sur laquelle vous avez le plus besoin d'avancer, de progresser. Vis-à-vis des trois qu'on vous a présentés, est-ce qu'il y en a une qui vous paraît la plus clé à développer de votre côté, ou les trois peut-être, si jamais c'est le cas. Ok, encore quelques secondes pour répondre. Ok, j'ai l'impression que ça se stabilise. Je ferme le sondage et je vous partage les résultats. Alors, les résultats, c'est à peu près équilibré, mais essentiellement sur la partie mobiliser les bonnes méthodes et le côté apprentissage rapide. Ok, intéressant. Intéressant. Ok, bon, bah, et pour ceux qui ont envie de progresser sur ces sujets-là, n'hésitez pas à nous passer un coup de fil, à discuter avec nous. On vous enverra un lien si vous voulez prendre une première trentaine de minutes pour regarder un peu qu'est-ce qu'il y aurait à faire de votre côté en termes de formation sur ces sujets-là. Voilà. Déjà, je vous remercie à tous de votre attention et puis je vous propose de passer aux questions. J'avais oublié de partager les résultats, pardon. Vous ne les aviez pas vus. Voilà. Je vous propose de passer aux questions. Anne-Nesrine Romain, les questions qui ont pu être partagées dans la partie QNR. Je vais regarder tout de mon côté. Hop là. Alors, je vois deux questions pour le moment. Première de Emmanuel qui pose la question de Gantt, quel type de projet? Alors Gantt, c'est un outil qui à la base a été créé pour le management de projets plus classiques, c'est-à-dire sur des projets qu'on maîtrise. Et donc, du coup, l'historique vient de là. Et c'est des méthodes qui vont être très adaptées quand on est dans des contextes où on sait où on veut aller. On est capable de définir la liste de tâches précises à lesquelles on veut aboutir, le résultat, etc. D'être capable de mesurer la taille des tâches, de se donner ce genre d'éléments-là. Donc, c'est plutôt adapté dans des contextes assez certains avec une notion d'incertitude assez faible. Après, les principes de planification, parce que je ne suis pas en train de dire que quand on est dans des projets très incertains, ça ne sert à rien de planifier, pas du tout. Seulement, on est dans des logiques de planification plutôt à courte échelle, dans le sens où on n'est pas en maîtrise de ce qu'on va apprendre au cours des premiers tests qu'on va mener. Voilà. Donc, voilà pour les éléments de réponse sur cette partie, Emmanuel. Deuxième, deuxième question, toujours Emmanuel, je les déroule dans l'ordre. Sur la partie innovation, peut-on comparer une invention à une innovation de service et donc comparer les délais?
Euh, alors, toc. Euh, je ne sais pas si, Emmanuel, tu peux préciser un peu ta question de ce que j'en comprends. Enfin, en tout cas, nous, on ne fait pas vraiment de distinction, en tout cas ce qui nous intéresse en fait, c'est plutôt le processus d'innovation. Comment est-ce qu'on va créer ces innovations, c'est comment est-ce qu'on va concevoir ces nouveaux produits, ces nouvelles offres, ces nouveaux services. Et on peut appeler ça, nous on appelle ça plutôt de la conception, mais on peut appeler ça de l'invention, on peut appeler ça de l'innovation, peu importe. Et donc c'est plutôt sur ces types de sujets-là auxquels on s'intéresse nous, et dans lesquels on va avoir des délais qui sont effectivement plus incertains, dans le sens où on va avoir du mal à savoir si, comme je disais en fait vis-à-vis de la question précédente, si au bout de 2 semaines, on va avoir des expérimentations, des tests qui vont nous dire que vraisemblablement notre projet n'est pas le bon, euh, ou pas d'ailleurs, et peut-être qu'on va passer à l'hypothèse suivante à tester, donc on va continuer de réduire les incertitudes. Donc on a une forme d'incertitude sur les délais qui est plus grande. En revanche, ça ne veut pas dire, là encore une fois, qu'il ne faut pas se donner des objectifs en termes de délai. Ça veut dire qu'on ne peut pas explorer et on ne peut pas tester pendant des dizaines d'années, enfin, sauf à moins qu'on se donne le droit de le faire, mais nous, on ne recommande pas ça. Enfin, c'est intéressant de se dire, je me donne un temps donné pour aller creuser ce projet, cette piste d'innovation que je vois, réduire les incertitudes, et si au bout de, mettons, 3 mois, j'ai pas une perception de potentiel beaucoup plus clair, beaucoup plus validé, à ce moment-là, on arrête. Enfin, c'est important aussi de se donner des moments de go-no-go, de porte de sortie, pour éviter de se lancer un peu dans cette expérimentation infinie sans jamais réatterrir et sans jamais se poser la question de comment est-ce qu'on convertit. Voilà, je ne sais pas si ça répond exactement à la question, mais c'est un peu les éléments de réponse que je peux y apporter de ce que j'ai compris. Marion qui pose une question sur ces cas peut-être mobilisés au sein du design thinking pour la phase de créativité. Oui, oui, on n'est pas là encore. Quand on dit qu'on est convaincu qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, on le dit pas juste pour les autres méthodes, on le dit aussi pour ces cas qui est un peu notre méthode cœur de laquelle on vient. On est convaincu qu'effectivement on peut combiner les méthodes. Et dans un sens ou dans l'autre. On peut se lancer sur une approche design thinking, se rendre compte qu'on a du mal à réouvrir et avoir suffisamment d'originalité dans ce qu'on veut, et donc on peut mobiliser soit des approches CK ou ne serait-ce que quelques logiques de CK pour se permettre de réouvrir un peu les possibles avant de réenchaîner avec les next steps du design thinking. Passer la phase d'idéation, là, passer ensuite à la phase prototypage, etc. De cette manière-là. Donc oui, c'est tout à fait possible. C'est aussi possible dans l'autre sens. On peut faire un CK, évaluer toutes les voies possibles et se dire, en fait, la voie qu'on a envie de creuser, c'est une voie qui est plutôt orientée sur renouveler les usages autour de notre service ou de notre produit, et donc mobiliser une approche design thinking qui va être hyper efficace et très adaptée à repenser les usages d'un produit ou d'un service. Voilà, donc oui, on peut combiner dans un sens, dans l'autre. Effectivement, ça marche très bien. Je continue. Caroline, je n'ai pas compris la méthode d'apprentissage haute fréquence. Alors, ce que ça veut dire, la méthode d'apprentissage haute fréquence, pour résumer très simplement dans les grandes étapes, c'est simplement passer d'un mode où on est plutôt dans un mode où on définit en amont un cahier des charges de ce qu'on a envie de faire, un business plan, de qu'est-ce qu'on va aller, quelles sont les cibles marchés qu'on essaye de toucher et les attentes qu'on a en tête sur ce sujet-là, dérouler un peu le plan et sortir le projet. Ça, c'est un peu le mode classique, même si évidemment, il y a eu des innovations et des transformations avec les méthodes agiles, etc. Mais c'est grosso modo plus ou moins ça qui se passe quand même. La méthode d'apprentissage haute fréquence, l'idée, c'est un peu de renverser ce modèle-là et de passer dans un mode où on est plus en train de se poser la question de comment est-ce que je peux réduire mes incertitudes le plus vite et le plus efficacement possible. D'accord ? Je ne suis plus en train de me dire c'est quoi le bon plan pour aller au bout, mais je sais que mon plan il ne va pas être parfait. Comment est-ce que le plus vite possible, je vais être capable de boucher les trous, de comprendre là où il est imparfait, là où il marche bien, et petit à petit d'avancer de cette manière-là. Et
et évidemment, à moindre effort, à moindre coût. Donc c'est pour ça, voilà, c'est basé sur des approches type Lean Startup qui ont creusé ce sujet-là. Si vous connaissez d'un point de vue très business, on a récupéré ça et on a construit une approche de réduction d'incertitude qui est plus transverse, que ce soit des aspects techniques ou que ce soit des aspects business de votre projet sur lesquels il y a des incertitudes à réduire. Voilà Caroline, on prend encore quelques minutes pour les questions suivantes. Jonathan, bonjour Jonathan. Donc, question qui est: la démarche de gestion de projet incertain doit être partagée au sein de l'entreprise et pas seulement une initiative du CDP, du chef de projet. Exactement. Là, je ne peux pas être plus d'accord avec ça. C'est évidemment un enjeu qui dépasse le seul rôle de chef de projet. J'en parlais tout à l'heure, il y a un moment où le chef de projet il n'est pas seul à avancer dans sa bulle, il y a affaire à des décideurs qui vont décider de go no go. Et là aussi, du coup, il y a des logiques, il y a des états d'esprit, des postures en fait à développer pour être capable au niveau des décideurs de comprendre que c'est un projet différent, qu'on ne le traite pas de la même manière, que du coup on ne va pas regarder les mêmes KPI, qu'on ne va pas le juger sur les mêmes critères. Et donc évidemment, ça dépasse largement le contexte du chef de projet. On commence par traiter la partie chef de projet parce que, encore une fois, c'est souvent par là que ça commence. Vous êtes un peu la porte d'entrée de la nouveauté en tant que chef de projet. C'est vous qui prenez en charge quand il y a quelque chose un peu de nouveau, ça atterrit dans le giron d'un chef de projet quelque part. Et donc du coup, c'est quand même par là que ça commence, et donc c'est quand même par là qu'on voulait commencer, mais évidemment, ça diffuse au-delà. Ouais. Question suivante. Alors c'est Emmanuel, effectivement, qui peut-être préciser sa question sur: une simple innovation de service n'est pas une invention. Inventer un vaccin et faire un vaccin, ce n'est pas la même chose. Ok. Effectivement. On peut se prendre un moment, si vous voulez, Emmanuel, pour en rediscuter. Je ne suis pas sûr de bien voir le point et pour répondre précisément à votre question. J'ai l'impression qu'il manque des moments, donc des morceaux. Donc, si vous voulez qu'on prenne un moment derrière pour s'en parler de vive voix, ce sera plus précis et plus facile pour vous répondre efficacement. Thierry, derrière, faites-vous une différence entre compétences et capacité? Oui, enfin, la compétence, la différence que je fais, pour moi, la compétence est plutôt relative à un individu, à une personne. On va parler de la compétence d'un chef de projet, la compétence d'un décideur ou d'un directeur innovation, ce genre de choses. Et capacité, je l'entends plus en termes pour une organisation, c'est-à-dire la capacité d'une entreprise à gérer tel genre de sujet, ou capacité à faire face à tel type de situation, qui est plutôt niveau entreprise. C'est plutôt une distinction de vocabulaire vis-à-vis de l'objet dont on parle. Est-ce qu'on parle de l'objet, du sujet dont on parle? Est-ce que c'est plutôt l'entreprise ou est-ce que c'est plutôt la personne? Je continue encore quelques questions. De Laurent: pourquoi la Critical Chain Project Management ne se démocratise pas? Méthode qui permet une certaine agilité, selon moi, quant à la priorisation des sujets. Oui, enfin, je pense qu'en fait, enfin, je suis d'accord avec ça. La question se pose sur chacune des méthodes. Chaque méthode a des contextes et des points forts qui sont parfois méconnu ou mal connu, qui fait que, en fait, quand on est expert de la méthode, on a l'impression, on se dit: mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que c'est pas plus utilisé. Et c'est vrai, vous avez raison. Elle pourrait probablement être beaucoup plus utilisée, cette approche de chaîne critique. Euh, et, pourtant, voilà, c'est face à ce nuage de méthodes, la question c'est effectivement, bah, est-ce que moi je suis capable de voir en quoi elle peut m'aider, et du coup face à ces sujets qui m'arrivent, quand est-ce que je peux la mobiliser, et puis inversement, être capable de voir aussi les autres méthodes et en quoi elles sont intéressantes, et en quoi elles pourraient compléter cette approche-là. Et parce que cette approche, effectivement, peut probablement aider beaucoup sur la partie agilité, mais peut-être qu'elle a des limites sur d'autres aspects que d'autres méthodes pourraient venir combler, par exemple. Ouais, enfin, l'enjeu, c'est vraiment, pour moi, d'avoir
en tête les différents aspects, les différentes approches possibles pour être capable d'ajuster en cours de route. On termine avec Magid. Il y a d'autres questions, mais on va s'arrêter là. On a déjà pas mal débordé. Magid, dernière question. Vos convictions et solutions sont-elles transposables sur des projets de recherche moins incertains que les projets d'innovation issus de ces mêmes projets de recherche? Oui, la réponse est oui, et on l'a déjà fait en fait. On a accompagné une promotion PSL, alors qui était un peu à cheval entre les deux, promotion de PSL qui visait à, à prendre des brevets qui ont été développés au sein de l'université PSL et de les transformer derrière, alors des brevets qui étaient là, présents, des technologies avec des niveaux de maturité différents. Donc, pour certains où les travaux de recherche étaient encore en cours, on n'avait pas forcément la brique technologique toute prête et packagée, et à les convertir en des business. Et donc, du coup, on a commencé à se poser ces questions-là. Et oui, il y a des approches, alors qui ne sont pas toujours exactement du même type. On a des approches qu'on appelle plus techno-push. Je ne peux pas rentrer là dans le détail, mais encore une fois, si ça vous intéresse, on peut s'en parler, qui permettent effectivement de bien cadrer comment est-ce qu'on peut avancer sur ce projet de recherche avec cette intention business derrière, qui est aussi une voie de sortie intéressante. Euh, voilà, on a fait le tour. Désolé pour ceux qui avaient encore des questions. On s'arrête là pour éviter de monopoliser votre temps à vous. Si des questions il vous reste et que vous souhaitez en discuter, on peut s'en parler au téléphone. Ah, j'ai une page qui ne s'affiche pas. Bon, tant pis. Vous pouvez nous appeler au téléphone. On peut s'en parler. On vous partagera là, des coordonnées pour prendre rendez-vous avec nous. Et c'est avec plaisir qu'on peut discuter de vos sujets liés à ces trois compétences ou autres, hein, d'ailleurs, vis-à-vis de ce qu'on s'est partagé aujourd'hui. Voilà, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout pour les questions et réponses. Comme vous l'avez dit, Anne, on vous enverra un petit message avec le replay et puis aussi les liens si vous souhaitez creuser les différents éléments qu'on vous a présentés. Et puis, on espère de vous voir bientôt dans nos prochains webinaires qui ne devraient pas tarder. Voilà, merci à tous, bonne journée et puis à bientôt.